KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Elle s'apparentait à la saleté physique, à la grossièreté de tenue et de propos, souveraine sur les cours du lycée, qu'il arborait pour cela. Il s'en écartait comme d'une ordure matérielle dont ne parlent même pas les gens bien élevés. Or, subitement, voici qu'elles changent de nature et de puissance, deviennent des palpitations, des bouffées, une sorte de chaleur ténébreuse, des chants de chasse dans la nuit. Lorsque Augustin ne peut plus se dissimuler, qu'enfin il comprend, il reconnaît qu'il avait compris depuis longtemps déjà, presque dès le début, quand Vathon lui serrait le bras. Cette lumière rétrospective incendie les demi-ténèbres où se réfugiait sa honte. Des quartiers de la ville jamais mentionnés, des ruelles aux noms bizarres et les coups du menton de Lehugueur Marcel suscitent une espèce de curiosité et d'allèchement atroce, nouveau jusqu'alors dans son cœur. Des détails luisent à travers la fumée, des portes rouges ouvertes, de grosses présences déchevelées, une odeur d'eau de Javel et de papier d'Arménie. Venue de là comment ? Que toutes ces choses sont confuses et désespérées. Un brusque effort l'enleva au bras qui le maintenait, tenta de l'arracher à d'autres contacts en serrant. Autour de lui, des timidités riaient. Témoin de la lutte, Lehugueur lançait sur le groupe une invitation gouailleuse, argotique et obscène, qu'Augustin comprit par les gestes. Soulevé de terre et courbé pour un bond, il criait « Tiens-le donc !» et invoquait Dieu. La victime attendait, tourbillon de mépris et de peur domptée, d'une impassibilité éperdue, comme s'il dépendait de sa volonté de rester ou de partir. Un haut gaillard déjà barbu, méprisant et désabusé, émit d'un ton traînard les mots libérateurs, calma cette sorte de flot. « Fous la paix à ce gosse, c'est le petit de l'arme à l'œil. » Ainsi, Augustin connut à la fois qu'il était sauvé et le surnom de son père. Il se rappela être parti avec une lenteur affectée, pour garder les apparences, et parce que la secousse lui coupait les jambes. Il était extraordinaire qu'autour de lui rien n'eût changé. Même sol souillé, même saleté de la terre, même fissure noire dans les murailles, même incurie d'entretien. Entre les hauts murs, un ciel soufré, comme dans les livres de géographie au chapitre des Simoun. Ainsi le pauvre enfant s'en allait-il après cette initiation inattendue et irrévocable. Évidemment, il manquait d'humour, de légèreté, d'ironie. Il exagérait le sérieux des choses. Il ignorait l'élégance de l'immoralisme et l'efficace des apparences nonchalantes. On lui avait épargné, bien à tort sans doute, la contre-éducation spontanée des collectivités d'adolescents, libéralement dispensée par les préaux de lycée aux jeunes occupants qui s'y ébattent. Il est de tradition, sur les cours d'internat, que des garçons de 12 ans puissent commencer les réalités physiologiques et les manipuler, bien avant que leur soit ouvert le développement sentimental de l'adolescence. C'est la forme que prend chez ces emmurés l'effort vers la lumière et vers la vie. Les trains emmènent, au début des vacances, des compartiments pleins de petits chanteurs. Ils entonnent de hideux refrains de caserne et croient s'acquitter de quelques fonctions héroïques, libératrices et hardies. L'État éducateur leur a certainement dit ce qu'était théoriquement l'héroïsme, la hardiesse et la liberté. Il a fait peu pour en munir leur âme. Leurs couplets traversent les champs lors de la Pentecôte, dans la première verdure des moissons, comme des rogations sataniques. Augustin continuait son chemin raide et empesé de honte. Tout l'obscène, image et visage, repoussé d'un violent effort, rentrait, forçant des portes vaines. Il fallait le chasser encore, d'une énergie qui se lassait. Aucune culpabilité positive, aucune responsabilité, rien de commun avec le remords, mais un poids sur le cœur, un sentiment de complicité nauséeux et l'envie de mourir.
La fontaine Renaissance, la tour de l'horloge, la façade du tribunal, la visitation conservaient l'air des choses pures et rien n'était changé des sentiments qu'elle respirait le matin même. Par-dessus le mur bas de la rue aux Prémontés, bordé de pensionnats et de couvents, foisonnaient au puissant feuillage les poudres de verdure de l'avril passé. Un des 3 porches de l'abbatiale ouvrait une grande bouche noire. Tout le tumulte antérieur s'arrêtait là, mourait là, contre ces choses sereines. Il était 5 heures du soir. L'enfant pénétra dans la cathédrale avec brusquerie et tranquillité. Si son père avait pu le voir et comprendre, il aurait sans doute répété les mots qui étonnaient Madame Méridier. Cet enfant obéit moins qu'il n'acquiesce, et aussi, ce petit s'est assez bien méprisé. L'abbé en pleupluie confessait dans la 2e chapelle du côté de l'épître. 2 ou 3 enfants attendaient. Une dame chercha à se faufiler parmi eux, les devança vers les compartiments latéraux. Mais l'abbé veillait du fond de la nuit. Le confessionnal s'ouvrit. « Les enfants d'abord, s'il vous plaît. » Le ton était sec et pas commode. La dame se retira lentement, comme de son plein gré, comme si elle avait réfléchi, et que l'effet de la voix fut non pas de lui intimer l'ordre de partir, mais de susciter chez elle cette décision spontanée de bouger qui caractérise la girouette de Bayle. En se retirant, elle laissa choir à ses pieds le coup d'œil offensé qu'elle aurait eu dans un sentier sale. Peu importait. L'enfant était calme, maître de lui, lavé déjà. C'était une belle nuit, attentive et vaste, peuplée d'odeurs de cave, d'arrosage et d'encens. Augustin se demandait chaque fois comment l'abbé faisait pour reconnaître ses pénitents dans cette double obscurité de la cathédrale et du confessionnal. Ombre particulière, creusée au cœur de la grande nuit. Il tutoyait Augustin d'emblée. Il était tout simple et naturel. La conversation avec ce fantôme se distinguait sans doute par le sujet, ce qu'elle eût été dans la rue ou à table, mais nullement par le ton ou par la bonhomie, pas plus qu'on était solennisé la respiration, la toux ou l'eau de Boto dont l'abbé se lavait la bouche. C'était bien commode. On finissait par croire que les péchés aussi perdaient leur belle toilette intime et ténébreuse, endossaient le veston de tout le monde, marqué de taches et d'accrocs, la livrée humaine qui a tant servi. Derrière l'énorme autel, à travers un espace scandé de colonnes, un bourdon d'orgue continu, à l'extrême limite du grave, s'exerçait pour le lendemain. De subits jets de sons, ternes et dévernis, le piquaient parfois pour le réveiller. « On ne peut empêcher, disait l'abbé, les choses sales de causer un certain trouble. Nulle trace de péché là-dedans. » Qu'Augustin remercie Dieu de l'avoir gardé honnête, pas comme le pharisien, mais comme un publicain de bonne volonté. De belles choses paternelles, humblement calmes et toutes droites. Ainsi connut-il un degré de plus dans sa maturité d'adolescent. Le bienfait indirect d'une épreuve boueuse, une forte alliance entre son intégrité morale et son catholicisme natal, une sorte de propreté avertie, assez hautaine et comme un mépris documenté. La soif d'un monde ignoré. En seconde, on mit Augustin hors concours, puisqu'il se trouvait dans la classe de son père. Seules lui restèrent ouvertes les compétitions échappant à l'enseignement paternel, l'histoire, les mathématiques, l'allemand. L'avance sur ses camarades y était d'ailleurs identique. Un énorme censeur, aux mains velues, arriva cette année-là, qu'on commença de craindre dès le premier jour. Lui-même, quand il connut Augustin, affecta de lui parler d'un ton de brutalité cordiale, de déférence forcée et bourrue. Eh ben, vous n'encombrerez plus le palmarès, hein ? Vous en laisserez pour les autres, hein ? Vous n'en avez pas vu souvent comme ça, hein ? Demandait-il au professeur de philosophie, vieil éclectique cousinien, près de la retraite,
connu de toute la ville pour la largeur de son chapeau et la bonhomie de ses vestons, plus remarqué encore de ses classes successives pour le jaune d'œuf coagulé chaque vendredi dans ses moustaches. Non, si, attendez, si, le vicaire général. Ah bah, alors ce petit Méridier se fera curé. Qui sait, fit l'autre énigmatique. Le tambour fit explosion dans leurs oreilles, couvrant le pronostic. Grâce à la terreur du censeur, la classe de seconde fut, cette année-là, maniable. Sur les bancs des bûcheurs, devant la chaire, s'assit Vaton. Il avait fait à Augustin, pour la scène de la cour, de douces excuses embroussaillées. Rêveur blondasse, long, lassé, ses compositions françaises offraient d'heureuses trouvailles parmi des fioritures qu'Augustin savait naïves. Auprès d'eux vint Marguillier, fils fantaisiste de l'âpre mère libre penseur, et que son nom humiliait. Il avait écrit ses mémoires pendant toute la classe de troisième, dédiant chaque chapitre à des noms féminins, Julie, Agnès et Maria Annunziata. Appia, son voisin, dur brachycéphale, brun, préparait dans le même temps l'académie de médecine en dessinant des squelettes où il inscrivait le nom des os. Frappés de la grâce dès leur première semaine de seconde, tous ces passe-temps leur parurent puérils. Ils se passionnèrent pour l'Énéide et les ouvrages de Boissier. Derrière eux, les bancs du fond bruissaient à voix basse, comme friture sur feu doux. Ils menaient la partie principale de leur existence dans une étude voûtée, en contrebas de la rue, pleine de rêves, d'alibis, d'enfantillage et de liberté. Augustin n'y entrait jamais. Quelques volumes dépareillés, parus entre 1880 et 1900, refluaient jusqu'à ses repères. On y avait vu circuler un Bourget, Première manière, un équivoque de Pierre-Louis, et 2 volumes de Zola, munis du cachet de location de la librairie dite moderne, prêtés par des externes hardis. D'autres échantillons dataient de plus vieux âges. Un tome dépareillé des Misérables contournait toute la hiérarchie des pièges, du maître d'études au censeur, avant de faire la nuit les délices d'Appia, dans un lieu caché, connu de lui seul, peuplé de vieilles couvertures et de livres au rebut, éclairé par un mince filet de veilleuses venues du dortoir. Le fait qu'Appia, ignorant Paris, prenait le Luxembourg pour une église, ajoutait aux rencontres de Marius et de Cosette une part d'inexplicable, en décuplait la poésie. Vaton cachait un exemplaire des contes d'Espagne et d'Italie, recommençant sur son théâtre intérieur un romantisme de guitare et le prolongeant de ses propres vers. Quelques lagunes et beaucoup d'eau morte stagnent ainsi, pris au grand volume d'eau des anciens printemps. Bien des pauvres enfants y vont plonger les mains, laver leur visage et s'y mirer les yeux. L'installation d'Augustin dans le cabinet de son père changea, grandit. Madame Méridier remplaça l'ancienne table par une autre plus vaste, plus haute, une vraie, qui servait de table de toilette dans la chambre à donner. Aussi bien la chambre à donner ne se donnait jamais, faute de gens qui vinssent la prendre, et parce qu'elle était déjà donnée aux habitants de la maison. La nouvelle table, de niveau avec le bureau paternel, les ravit tous deux, leur parut symbolique. L'intelligence d'Augustin se développait comme une plante complexe, longue à s'étaler. Maintes fois, le père reprit de ses mains fermes une composition tronquée, flottante, difforme. Les idées spongieuses apprirent la netteté essentielle à leur nature. La phrase commença de connaître la brièveté, le tour rapide. Augustin acquérait une discipline de construction, image de l'autre. En latin et en grec, ils travaillaient ensemble, hors de la classe officielle, que le niveau de leurs commentaires dépassait. Ensemble, ils traduisaient 2 ou 3 phrases par version, celles qui se prêtaient aux comparaisons, offraient à palper l'étoffe des mots, la laine profonde où se drapaient les phrases. « Repense cela en latin, disait le père.
Qu'aurais-tu écrit à la place ? Il passait la main sur le bel ivoire des Tusculanes, pressentait la transfiguration de Caton au De Senectute, comparait Tite-Live, Tacite, Salluste sur les textes passionnément. Augustin, qui connaissait son père, le sentait sans qu'il pût dire à quoi, peut-être en ce qu'il exagérait un peu, prendre au développement oratoire de type classique un goût ironique et raffiné, comme à des bergeries un homme de cour du XVIIIe siècle. Peut-être aussi parce qu'il lui arrivait de parler des villes antiques, Rome, Athènes ou Tébessa, d'une toute autre manière, avec une technicité précise et un certain détachement. Bien des courants ruisselaient là, sans qu'Augustin devinât les sources. Un goût de grand lettré, une documentation exacte, une lecture prolongée de désir et l'amère assurance de ne jamais voir ce qu'on aime. Telle quelle, cette semi-indolence excitait comme un roman incomplet. Une Rome en travertin, couleur rose et miel, un soir doré, plein de cette sérénité qu'à l'âge d'Augustin on nomme philosophique, des mosaïques sous des trépieds grêles, le Clivus Palatinus et le cryptoportique, la maison de Livy et la chambre de la signature, parties d'époques très séparées, se donnaient rendez-vous, on ne savait comment, dans les mêmes rêves. La riche histoire pendait comme une récompense au bout d'explications littéraires bien faites. Elle se mêlait à une linguistique que le professeur ne manquait jamais de rappeler en classe à cause de son fils, quoiqu'elle passât de loin le niveau des bûcheurs. De grands appétits positifs naissaient obscurément des textes et débordaient sur le reste. Mais le maître ne devançait pas l'heure. Maintes fois, comme ils revenaient tous les deux du lycée dans de noires petites rues ensoleillées, sentant le pain, quelques collègues accompagnaient M. Méridier. Il agitait des considérations étroitement professionnelles, le nombre d'heures qu'il devait, le tarif des vacations, le statut comparé des certifiés et des agrégés. Il les coupait d'idées générales brusquement vastes, à la fois cassantes et ultra-fluides. Monsieur Méridier les accueillait d'un « oui, oui », passif et résigné, que son fils connaissait. Penché vers Augustin, le collègue lui demandait plaisamment son avis. « Oh, il ne sait pas », disait le père, « mais il sait qu'il ne sait pas. » Ainsi l'enfant pressentait-il que le non-savoir, accepté et circonscrit, fait partie, comme le savoir, des démarches de l'intelligence. Même développement sans hâte dans les autres régions de son paysage moral. Les martyrs furent lus vers cette date, pendant les après-midi du dimanche. La phrase des termes ornés de bibliothèque trembla longtemps dans sa mémoire. Mais Simo Dossé prit, sans plus, l'aspect d'une belle Corée archaïque, pareille à celle des photographies, de taille un peu forte sous les plis verticaux du Khiton, dans l'air sec de la Grèce, le long des lits pierreux bordés de lauriers roses aux minces et précis parfums. Le « qui te l'a dit » d'Hermione fut compris mais en théorie, comme on dissèque des formes de crustacés ou d'ascaris de loin, de haut, sans faire, Dieu merci, partie de l'espèce. La connaissance positive du cœur humain passionné, sur documents de première main, est fort ultérieure. Sous les brumes de l'adolescence, les lourds lyrismes charrieurs de désir, grumeleux et sucrés comme des lilas, n'offrent pas, quand ils existent à cet âge, grande matière à idées claires. Aussi rare que leur caricature est fréquente, chez des enfants de 15 ans, ils sont pure souffrance ou pure joie, ou les deux ensemble. Et le père croyait bien savoir que son fils ne les connaissait pas. Douce seconde, heureuse seconde, quel enchantement vous paraissez, lorsque Augustin se reporte jusqu'à vous à travers les fuites ultérieures d'une mémoire oublieuse et des souvenirs dont chaque jour rend l'amas plus léger.
Vers cette époque se produisit un événement mondain. D'inconstantes rumeurs, pareilles à celles qui foisonnèrent au-dessus d'une grande chute, abondaient maintenant autour d'une étonnante résurrection. L'histoire du lent effritement des préfailles resta, pour le commun des hommes, perdue dans les brumes augustes où s'enveloppe le malheur des grands. Mais elle était fort claire pour ceux qu'une pente d'esprit bizarre, un goût dépravé, ou simplement leur profession portait à attribuer sens précis et valeur pratique à des vocables tels que liquidation de passifs successoral, purge d'hypothèques conventionnelles, prérogative du crédit foncier en matière d'adjudication de biens vendus à sa requête, état provisoire de colocation. Ces termes indiquent que les hommes d'affaires exécutent, devant les biens de ce monde, les rites du respect et de la faim. Ils signifient en outre que l'argent s'en va. Un avare même des notaires et avoué des villes prestigieuses, Lyon ou Paris. L'histoire se composait d'événements très anciens, comme la cession de la terre et du château des Sablons, d'autres moins lointains comme la mort de la marquise Douairière, d'autres enfin beaucoup plus jeunes, tels que la dispersion de la famille, la licitation de l'hôtel et finalement l'absorption des fermes et métairies qui restaient, par ces mêmes Lyonnais de haute fortune à qui la grande demeure, dans la solitude de ses futaies, avait plu jadis. Tous ces faits eurent le tort de se placer, pour Augustin, entre 10 et 15 ans, trop tard pour bénéficier des émerveillements de la petite enfance, trop tôt pour être préféré aux seules choses qui comptassent, la structure de la tragédie classique, le véritable intérêt de l'Énéide, à plus forte raison la révolution littéraire due à Chateaubriand. L'image radieuse de sa préhistoire passionnée restait dans ses reconstitutions plus que dans ses souvenirs, comme un point étincelant et sans dimension, séparé du réel et des nouveaux apports de la vie. La rumeur commença de voltiger de bouche en bouche, mêlée d'appréciation de fortune et de beauté. On disait « Elle a de la chance », on ajoutait « déjà d'un certain âge », mais d'autres protestaient « Comment, d'un certain âge ? Vous plaisantez ? 27 ans, une fille merveilleuse, c'est lui, oui, qui a de la chance !» On disait encore « C'est un Desgrais de Lyon. » Pas ceux des Sablons ? Ceux des Sablons, ou du moins l'un des fils. Le questionneur insistait, abritant ses doutes sous un conditionnel. Ce serait celui qui a l'énorme fortune. Mais l'informateur citait des références écrasantes. Je tiens la chose du directeur du Crédit Lyonnais. Je ne peux pas mieux vous dire. De cette source olympienne, il laissait ensuite, compilateur sournois, couler ses propres commentaires. L'ancien sceptique, alors, articulait un petit « sifflé, très aigu, voisin de « li », chargé d'exprimer l'éblouissement. L'événement dépassa le stade des rumeurs, devint un fait, dur, indiscutable et résistant. Ceux qui lisaient les mondanités dans les grands journaux parisiens virent le mariage dûment relaté et le nom du lieutenant de vaisseau comte de Préfailles cité comme témoin parmi d'autres noms. Le Desgrais qu'avait épousé mademoiselle de Préfailles n'était pas celui de l'énorme fortune, mais son frère cadet, d'un volume financier moindre, encore que fort au-dessus des plus grosses dimensions du Cantal et d'un autre ordre qu'elle. On sut qu'il était veuf, comme son frère d'ailleurs, et pas très jeune. C'était à lui qu'appartenaient ces Sablons que le pays prenait l'habitude d'adjoindre à son nom. Il avait, par caprice d'homme extrêmement riche, racheté les anciennes futaies, bois, taillis, prairies, pâtures, terres de labour, fermes et métairies, reconstituées à peu près toute l'ancienne terre. Ainsi, dit quelqu'un, elle rentrera chez elle. Augustin entendit ces choses comme Madame Méridier et lui pénétraient dans la charcuterie du Perrier, après la messe, un dimanche de la fin de juin. Déjà, on prévoyait un après-midi plein de soleil.
et tout l'énervement de l'été. Il sentit passer dans son cœur, comme à certaines cérémonies du deuil officiel anglo-saxon, une minute de silence. Les vacances qui s'approchaient, Ronsard et la Renaissance, les saucissons pendus, en montre et recouverts d'étain, cédèrent le pas, attendirent. La minute passée, les saucissons se mobilisèrent les premiers, les vacances suivirent. Tout redevint ordinaire, calmement horizontal. L'après-midi, Augustin et son père sortirent comme d'habitude, seuls. Christine, les petits et leur maman restaient inséparables de la voiture d'enfant. « Que veux-tu lire ?» dit le père. « Musset, papa. » Le ton était sec et très décidé, et rien ne pouvait faire pressentir ce choix. « Mais quoi de Musset ?»« Les contes d'Espagne et d'Italie. »« Ce n'est pas le grand Musset, » dit le père avec cette ironie dans l'indulgence qu'il avait autrefois. « Je te conseillerais le théâtre ou les nuits. Tu les as dans les morceaux choisis de Marcoux, au moins les principaux passages. »« Oui, papa, sans doute. » Augustin s'arrête devant un trou sur son chemin. Son père sait parfaitement qu'il est, en seconde, certains moments où l'on désire lire Musset. Le véritable Musset, non pas le Musset ébréché et taillé par Marcoux. Et aussi, il convient de devancer, si l'on peut, les poussées sentimentales, de les dériver en terrain préparé. La sensibilité d'un enfant a-t-elle besoin que tous les nœuds de la divine raison soient coupés autour de ses ailes ? Devrait-elle volter seule dans l'inordonné ? N'abordera-t-elle point le monde passionnel avec une certaine volonté de voir net dans le clair-obscur des lyrismes ? C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.